Bonjour, que la paix soit sur vous. Je suis heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous mensuel où nous allons aborder, comme nous en avons l'habitude et nous en aurons l'habitude, trois sujets. Un qui est lié à la spiritualité, un autre sur la terminologie, les définitions, et un troisième lié à une question d'ordre social. J'aimerais m'arrêter pour ce qui nous concerne dans cette section sur la terminologie. Prendre une série de mots, de concepts, de notions et d'essayer d'en comprendre le sens d'un point de vue normatif, mais également le sens dans le débat contemporain, dans les sociétés occidentales, dans la société française, mais également dans les sociétés en Afrique, africaine, asiatique. C'est dans l'ère du temps que nous trouvons ces mots, il faut en comprendre la définition, il faut même en comprendre aussi l'usage. Au-delà du fait de l'usage normatif, l'usage de ce que ces notions ont dans leur connotation. Qu'est-ce qu'on entend quand on en parle? Alors, j'aimerais commencer par une notion qui est essentielle aujourd'hui parce qu'on l'entend, elle est mal définie, elle est très répandue, et il faut de ce point de vue s'y arrêter et essayer en tout cas de clarifier ce que l'on entend, nous, quand on va en faire usage. C'est la notion du populisme. Alors, populisme, immédiatement dans ce que nous comprenons, c'est que populisme va avec populaire, populaire va avec peuple, et la connotation qu'on aimerait penser ou qu'on penserait immédiatement, c'est une connotation plutôt positive. C'est le populisme est lié à ce qui est populaire et au respect du peuple. Malheureusement, il n'en est pas ainsi. Aujourd'hui, la notion de populisme est une notion qui a une autre connotation et qui est utilisée avec une compréhension tout à fait particulière. Il faut s'y arrêter, il faut comprendre ce que l'on dit quand on dit c'est une époque du populisme. Alors, le populisme, je mettrai en évidence 4 caractéristiques pour essayer de mieux comprendre qu'est-ce que l'on dit quand on dit que nous sommes dans l'ère du populisme ou que aujourd'hui les populistes sont en train de prendre le dessus du débat politique, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis avec l'ère Trump ou que ce soit même dans des sociétés majoritairement musulmanes. Alors, arrêtons-nous sur ces 4 caractéristiques. La première caractéristique du populisme sur le plan du débat politique, c'est que, étonnamment, quand on entre dans le débat politique, on s'attendrait à ce que le débat politique soit un débat entre des idéologies, des conceptions du monde et de la société qui s'opposent, ou en tout cas qui font débat avec des positionnements qui sont contradictoires. Le populisme, ça n'est pas la mise en avant du débat rationnel fondé sur une idéologie, c'est le passage du débat rationnel à la considération ou à la gestion du substrat émotif du débat. C'est moins d'idéologie et plus d'émotion. En d'autres termes, c'est une politique émotionnelle. C'est une politique qui va travailler et essayer d'atteindre non pas l'intelligence qui réfléchit, mais l'émotion qui réagit. Faire travailler les neurones de l'estomac plus que les neurones du cerveau. Faire travailler le réactif et non pas le pensé, le raisonnable. Le populisme, c'est d'abord la politique émotionnelle. C'est d'abord la politique de l'émotif. Et on s'aperçoit de cela parce que dans l'ère du temps aujourd'hui, on s'aperçoit malheureusement qu'on est beaucoup plus, par les médias, par les moyens mis à disposition de débats politiques, beaucoup plus sur cette politique émotionnelle que sur une politique rationnelle et idéologique. Ça, c'est une première des caractéristiques. La deuxième des caractéristiques du populisme, et qui est directement liée à ce premier principe du populisme, cette première caractéristique du populisme, c'est qu'avec l'émotif va venir le simple, non pas le simple, le simpliste. En d'autres termes, aux questions extrêmement complexes qui sont liées par exemple au chômage, ou qui
peuvent être liées à l'injustice sociale, à la discrimination, à la difficulté économique. Question complexe, réponse extrêmement simple. Très souvent, si nous avons ces questions sociales, si nous vivons le chômage, c'est à cause d'eux. C'est à cause de ces étrangers. De rétablir l'autorité, il n'y a plus d'autorité nulle part. Nulle part. Ni à l'école, ni à la sécurité, ni au niveau des forces de l'ordre. Les pauvres, ils sont vraiment débordés par une délinquance qui explose. C'est une réalité. Je pense effectivement que l'insécurité est grandissante dans ce pays. Voilà. Mais si M. Caron... Oui, vous pouvez le penser, mais il faut que si c'est M. faux. Caron, qui vit sur Mars, manifestement... C'est à cause de ceux qui viennent prendre le pain des Français, ou le pain des Belges, ou le pain des Australiens, ou le pain des Américains. Ce sont les immigrants ou les immigrés qui, aujourd'hui, mettent à mal l'équilibre. On réduit les aides au logement des Français et des étrangers qui respectent nos lois et on donne des milliards pour accueillir des migrants. On ne fait pas d'efforts sur l'immigration. Lorsqu'on sait loger nos migrants mais pas nos SDF, lorsqu'on sait accueillir la terre entière. Des débats qui sont récents, qui sont évidemment liés à l'immigration massive. Si aujourd'hui notre conscience nationale, notre pays va mal, c'est parce que ce sont eux, les autres, ceux qui sont identifiés comme les autres, qui en fait sont la source de nos problèmes et la réponse simple à la résolution. Sans eux, plus de problème. Sans les étrangers, sans les immigrés, eh bien, plus de violence, plus de... Et donc, c'est cette idée de la simplification, du passage de la réflexion quant à nos problèmes économiques et sociaux, à une simplification qui est une simplification qui répond exactement à la façon dont réfléchit l'estomac, à la façon dont réfléchit l'émotif. Les chiffres. Les enfants de moins de 4 ans représentent 7 millions. Et soit ça nous fait du bien, soit ça nous fait du mal. Et c'est donc de ce point de vue-là une réponse tout à fait simpliste, qui va s'imposer par son simplisme même. C'est-à-dire que ce qui est étonnant, c'est que dans les médias aujourd'hui, nous ne sommes plus dans les débats qui nous permettent d'accéder au complexe, mais dans des joutes qui simplifient jusqu'au simplisme les réponses à nos réflexions contemporaines. Et souvent, d'ailleurs, on le voit dans tout ce qui est aujourd'hui la question de l'islam, c'est cette essentialisation de l'islam, simplification de l'islam, simplification des musulmans, et donc notre problème, c'est eux. D'où vient le problème? D'où vient le problème de l'atteinte à la laïcité, sinon des musulmans? On le dit, ça? Ben moi, je le dis. Écoutez, je rêve ou quoi? C'est ça notre problème actuellement. C'est ça notre problème. C'est pas les musulmans qui amènent la merde en France aujourd'hui? Donc ça, c'est une deuxième caractéristique. La troisième des caractéristiques, encore une fois, vous voyez qu'elles sont toutes liées. La troisième caractéristique, elle vient de cette simplification, et c'est ce que j'appelle la pensée binaire. C'est nous contre eux. C'est notre nationalisme contre tout ce qui s'y oppose. C'est l'élément étranger, ou perçu comme tel dans notre société, qui vient mettre en évidence comment nous allons nous définir. Donc, nous nous définissons par opposition à eux, nous nous définissons le bien par rapport à une idée très simpliste du mal, nous nous définissons par rapport à l'élément étranger. Aujourd'hui, dans les sociétés modernes, écoutez ce qui nous vient des États-Unis, regardez ce qui se passe en Europe, eh bien, ce simplisme va être une pensée binaire qui est de dire, eh bien, tous nos problèmes, ce sont eux. Et très souvent, ce sont, encore une fois, les immigrés et l'islam, si vous voulez, défini, présenté comme l'élément de l'altérité, c'est l'autre. L'islam, c'est l'autre, et c'est l'autre qui nous pose problème à nous. Il est l'élément étranger qui vient nous coloniser, qui vient, de ce point de vue-là, travailler contre nous et contre notre identité. Il nous permet à la fois de nous donner une identité et de mettre en évidence la menace que l'élément étranger à l'identité. Donc, je résume, les trois éléments sont particulièrement importants. Une politique émotionnelle, une pensée simpliste et une pensée binaire. Et tout ceci est enveloppé dans la quatrième des caractéristiques. Elle est très très importante. Le populisme ne transforme pas ses adeptes en être conscients des problèmes auxquels ils font face, mais en étant tout à coup la victime de l'autre. C'est une pensée victimaire. Nous sommes
colonisés par ces immigrés. Nous sommes colonisés et en danger par ces musulmans, à cause de ces musulmans. C'est le grand remplacement. Ils vont venir détruire notre identité et prendre notre place. La pensée populiste est une pensée victimaire. Elle nourrit la victimisation de ceux qui l'entretiennent. Et regardez ce qui s'est passé lorsque nous avons eu en 2001 les attaques contre le World Trade Center. La première attitude de Bush, bien que les Américains vont soutenir les dictatures, tuent au nom de leur idéologie et de, soi-disant, leur puissance de libération démocratique à travers le monde, et tout à coup, c'était eux qui se présentaient comme les victimes. Ils ne nous aiment pas. Nous sommes les victimes de ces terroristes à travers le monde. Donc, le terrorisme d'État qu'ont pu soutenir les Américains dans beaucoup de pays, jusqu'à l'Irak, qu'ils ont ensuite détruit, tout à coup, ils se transforment, les populistes, en victimes de cet autre qu'ils ont construit. Donc, on construit l'autre et on s'en fait la victime. Et avec ceci, on développe une chose qui est, avec la première caractéristique, c'est-à-dire la politique émotionnelle, l'entretien de la peur. Vous verrez pas la punition qui sera appliquée, rentrer chez les gens, vous pouvez tout casser, tout saccager, commettre des infractions sexuelles et vous n'aurez pas à effectuer les peines de prison. C'est le message aujourd'hui que vous adressez, c'est un message d'incitation à la violence et à la délinquance dans notre pays. Alors, c'est très clair. On entretient les peurs. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est qu'on pourrait imaginer que quand on voit les débats, en Angleterre aujourd'hui, en France, aux États-Unis, à travers l'Europe, jusqu'en Australie, en Nouvelle-Zélande, on pourrait se dire, mais cette peur qui est là, ces débats contradictoires, eh bien, ça ne nous permet pas d'avoir une vie paisible, une paix sociale. Le populisme se nourrit des débats qu'il produit. Il se nourrit de ces débats qui font peur, et nous on pense que, il y a un problème puisqu'on fait peur. En fait, non. Le problème de la peur est la solution voulue du populisme qui s'entretient. C'est-à-dire, il faut entretenir la peur, ça donne la possibilité de faire de la politique sans penser et d'une politique fondée sur l'émotivité. Vous voyez que c'est à la fois simple et à la fois complexe, mais c'est l'utilisation des moyens, des médias, de tout ce qui nous est mis à disposition, même les réseaux sociaux, entretenir la peur au nom d'une politique émotionnelle qui nous permet d'avoir des réponses simplistes et à déterminer que l'autre est le danger pour nous. Et donc, l'autre, on va le définir, ça changera. Hier, c'était le communisme. Aujourd'hui, à un moment donné, c'était les immigrés, alors on les ciblait, c'était les Italiens, c'était les Polonais, c'était les Portugais, puis tout à coup c'était les Algériens, puis c'était les Marocains, puis c'était les gens du Sud, puis tout à coup c'est les musulmans. En fait, tous là, ils viennent tous avec la même religion, même s'ils viennent de continents différents. Et donc l'islam est devenu l'altérité absolue à l'Occident qui entretient un populisme fondé sur la peur. Quand on est dans cette compréhension-là, il faut faire attention, parce que si on entre dans le débat en n'étant pas conscient que si on y entre avec la rationalité et qu'on est accueilli avec l'émotivité, avec notre rationalité, on produit la peur que l'émotivité a envie d'entretenir, on peut en fait entrer pour expliquer et être accueilli pour faire peur, pour terrifier. Et donc on est dans une espèce de terrorisme intellectuel, celui que nous voyons aujourd'hui dans les médias, que nous voyons dans les plateaux, que nous voyons sur les réseaux sociaux. Donc il faut, de ce point-là, penser sa présence et comprendre qu'avec ce populisme-là, eh bien, il va y avoir l'entretien d'un certain nombre de caractéristiques importantes. Souvent, le populisme est présenté comme la caractéristique première de la droite ou de l'extrême droite. Ce serait faux de ne pas reconnaître qu'historiquement il en fut ainsi, mais aujourd'hui c'est plus le cas. Aujourd'hui, on a un populisme de gauche, comme on a un populisme de droite, et on entre dans la même catégorisation. La pauvreté des solutions politiques, économiques et sociales, et même culturelles, qui nous viennent des anciennes idéologies, font que les deux acceptent d'entrer sur le terrain de l'émotivité et de la pensée victimaire. C'est important ceci parce que, en plus, je dirais à ceux qui m'écoutent que les sociétés majoritairement musulmanes ne sont pas, absolument pas protégées du populisme. Il y a un populisme religieux. Il y a dans la pensée musulmane aujourd'hui contemporaine, eh bien, des gens qui entretiennent exactement la même chose. Nous avons un problème,
C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui dans une politique émotionnelle. Soyez des musulmans parce que le monde ne vous aime pas. L'émotivité. C'est très simple comme solution. Les musulmans ont des problèmes parce qu'ils sont attaqués par les autres. Le processus de la simplification. La pensée binaire, c'est nous les musulmans contre le monde entier. La pensée binaire. Et puis on ajoute à ça la peur. Donc vous voyez bien de ce point de vue-là qu'il y a une caractéristique qu'on peut avoir un populisme même religieux, même dans la pensée musulmane, et qui existe dans les sociétés majoritairement musulmanes. Donc de ce point de vue, on a à se rendre compte que c'est une réalité qui traverse toutes les sociétés du monde. Même dans les sociétés africaines, on trouvera la même chose. Même dans le rapport parfois que l'on a avec le blanc et le noir. Nous sommes noirs, si nous sommes attaqués, c'est parce que nous sommes noirs, c'est parce que ça vient des blancs, ça vient de tous les racistes, etc. Et on a une construction qui va dans le même sens. Par rapport à ça, on comprend que donc ça peut être à droite, ce peut être à gauche, que cette droitisation est aussi plutôt, je dirais, un populisme qui se répand, qui colonise la droite comme la gauche, et dont les enfants vont être, d'une façon, des éléments qui vont amplifier le processus. Par exemple, il y a la notion du racisme. Le racisme, qu'est-ce que c'est? C'est essentialiser l'autre et faire en sorte que l'autre, en ce qu'il est un être que je n'accepte pas, est un danger que je préviens ou est une menace que je contrôle. Et donc on va avoir un racisme contre les Noirs, un racisme contre les Chinois, un racisme contre les Arabes, un racisme contre les musulmans, ce nouveau racisme, comme on a eu aussi le racisme contre les Juifs. Et les Juifs, c'est exactement la même chose, c'était l'élément étranger à la société. Ils ne sont pas tout à fait français puisqu'ils sont juifs. Ils ne sont pas tout à fait français puisqu'ils sont musulmans. Les correspondances, là pour parler comme Baudelaire, elles sont importantes sur le plan historique. Donc on s'aperçoit que le racisme est un des moyens du populisme. Il entretient cette peur, cette émotion, ce simplice, cette essentialisation de l'autre. Donc le racisme qui essentialise l'autre est un racisme qui se fonde sur la binarité, qui nourrit le populisme. Vous voyez le lien qu'il y a ici entre ces deux notions. Elles sont capitales, ces deux notions. Et avec ceci, le racisme va avoir, de ce point de vue-là, des conséquences. Des conséquences, c'est que on peut bien avoir un droit qui nous dit que nous sommes tous égaux, mais si ma perception de l'autre, c'est qu'il n'est pas mon égal, si la loi parle de l'égalité de nous, mais que lui n'est pas égal à moi, eh ben je vais lire la loi pour protéger mes droits à moi, puisque lui n'est pas moi, puisque lui c'est l'autre, puisque lui c'est le danger. Donc je vais utiliser la loi non pas pour l'intégrer à nous, mais pour me protéger de lui. Lui, il est l'élément étranger, dont il ne faut surtout pas qu'il utilise le droit qui est pour moi, pour que lui se croie chez moi, ou se croie chez lui, chez moi, puisqu'il est l'autre. Vous voyez le lien? En d'autres termes, la loi ne donne pas, de ce point de vue-là, la garantie de l'accueil, de l'inclusion, de la justice. Il faut encore savoir que c'est dans la tête de ceux qui lisent la loi que la loi va être juste ou appliquée de façon juste ou de façon discriminatoire. Discriminatoire, parce qu'on a stigmatisé l'autre, c'est-à-dire on en a fait un élément étranger. C'est important ceci, parce que le populisme transforme notre lecture du droit inclusif en un droit exclusif, en un droit pour nous contre eux, puisque eux c'est le danger. Il fallait que la loi qui était faite pour nous, elle soit pour nous, mais contre eux. Elle soit pour nous, protégée d'eux. Elle soit pour nous comme barrière à eux. Et si hier on pensait que eux voulaient changer le droit pour nous changer nous, maintenant c'est nous peut-être qui allons devoir changer notre droit pour nous protéger d'eux. On a entendu pendant des années, par rapport aux citoyens de confession musulmane, ils veulent changer nos lois, ils veulent s'installer, et puis finalement on s'aperçoit que c'est pas eux, ces musulmans qui veulent changer les lois. C'est la société qui a fait d'eux des éléments, ou des musulmans des éléments étrangers à la société, qui sont prêts à changer la loi pour que cette loi nous protège de l'élément extérieur. Vous voyez que la situation est complexe, la situation exige une compréhension des processus historiques qui mènent
et qui entretiennent le populisme, le racisme, la stigmatisation et la discrimination en sont les enfants, les instruments, et ça va très très loin parce qu'on passe du vide du propos politique, de la conscience politique, à l'instrumentalisation du juridique pour justifier le simplisme politique, pour justifier le vide des idéologies. Ceux qui aujourd'hui veulent permettre que cela change doivent s'armer de cette compréhension-là, s'armer d'idées face à l'émotion, mais savoir on ne gagne pas la bataille de l'émotion en n'ayant que des idées. Il faut avoir une présence. L'émotion se gagne par le travail sur le terrain, être dans la proximité du bien et parfois parler sans mots, parler par une présence active, par une valeur ajoutée à la société pour que votre voisin, qui hier a pensé que vous n'étiez pas chez vous, chez lui, comprenne que vous êtes chez vous avec lui et lui chez lui avec vous. Voilà, je vous remercie. C'est une introduction à un certain nombre de mots. C'est pas terminé, il faut que nous continuions ce cheminement à travers les mots et leur définition. C'est une première approche. Prenez-le comme une introduction à une réflexion qui doit être plus approfondie. Que la paix vous accompagne. Bonjour, que la paix soit sur vous. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Le sujet que j'aimerais aborder aujourd'hui, après notre première rencontre mensuelle, notre première réflexion, ce premier rendez-vous, nous avons discuté de la notion du souvenir, du dhikr, comme étant particulièrement important parce qu'il définissait ce que l'homme était avec sa mémoire, avec sa constitution. Être un être humain, c'est être un être de mémoire, et être un être de mémoire, c'est être un être qui oublie et qui doit systématiquement se rappeler. Le cheminement spirituel est un cheminement de rappel parce que on a tendance à négliger les choses, on a tendance à ne pas être conscient des choses. Et en fait, une des choses qui nous caractérise, un des éléments de notre quotidien, c'est de créer des habitudes autour de nous. Et ces habitudes, par définition, elles atrophient au sens où elles endorment la conscience, et quand elles endorment la conscience, on oublie, et donc il faut systématiquement lutter contre notre nature, lutter contre nos habitudes, lutter contre notre quotidien, qui a tendance à nous faire oublier les choses, à nous faire oublier les choses essentielles. Donc le dhikr, le souvenir, nous l'avions dit, est constitutif de notre cheminement spirituel. Il faut systématiquement essayer de se souvenir et de se donner les moyens de se souvenir. C'est d'abord la prière, bien sûr, c'est la discipline dans sa vie quotidienne, c'est même parfois aussi des choses auxquelles on ne s'attend pas. Une épreuve est une façon de nous rappeler, une séparation, c'est une façon de nous rappeler la mort, la souffrance, ce sont aussi des façons par lesquelles nous nous rappelons. Et puis, il y a avec la notion de souffrance une autre notion qui est importante, qui est la notion de l'intelligence, mais une intelligence qui comprend les signes, c'est-à-dire une intelligence qui fait miroir à se souvenir. Se souvenir, c'est regarder une chose et puis voir quel sens elle peut avoir. Par exemple, quand on vous fait un cadeau, ce qui vous reste de la personne qui vous a fait un cadeau, c'est l'objet. Et quand vous voyez l'objet, vous voyez dans l'objet le signe. Et ce signe, ça vous rappelle la personne qui vous a offert cet objet. Donc, de l'objet, on passe au rappel, et du rappel, on passe à l'émotion, à l'affectif qu'il porte. Un objet tout à fait ordinaire pour une personne peut devenir un objet porteur de sens, et donc un signe de l'amour de celle et celui qui a offert cet objet-là. Donc, les objets portent une dimension chargée de l'affectif et de l'amour de ceux qui nous les ont offerts. Eh bien, c'est la même chose avec la création. La même chose avec la création, on regarde autour de nous. En fait, tout ce qui nous entoure est un cadeau. Tout ce qui nous entoure nous a été offert par Dieu, et voir derrière les objets qui nous sont offerts les signes de l'amour de Dieu, c'est un rappel. Mais avec ce rappel, je dirais, donne à notre intelligence une profondeur, ce qu'on appellera un discernement.
Il y a dans le discernement, il y a la notion d'Al-Furqan, elle est un des noms du Coran, c'est-à-dire ce qui va séparer les choses, qui va nous permettre de voir le bien dans les choses, va permettre le sens des choses, donc Al-Furqan est important. Et puis il y a une formule qui est répétée souvent dans le Coran, qui est liée à une certaine façon d'être avec la nature, une façon d'être aussi avec soi. Inna fi khalqis samawati wal ardi ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Il y a certes dans la création des cieux et de la terre, l'alternance des nuits et des jours, des signes pour ceux qui sont, alors on traduit ici, par ceux qui sont doués, qui sont doués d'intelligence. En fait, la vraie définition ici, ce sont ceux qui sont doués de discernement. Et donc, ce n'est pas simplement l'intelligence qui regarde le monde et qui regarde la beauté de l'ordre des choses, comment le soleil, comment la lune, comment la nature, comment tout ceci est organisé de façon merveilleuse, même jusqu'à l'intime, notre cerveau, notre corps, notre être, tout ceci est merveilleux en soi, et donc l'intelligence le voit. Mais l'intelligence voit la complexité et peut être ébahie, émerveillé par la complexité. Ici, ce dont il est question, c'est encore quelque chose de plus profond. C'est pas simplement l'intelligence qui voit les choses et qui est émerveillée, c'est le discernement. C'est une sorte de regard du cœur. C'est l'intelligence de l'esprit avec la lumière du cœur qui amène au discernement. En d'autres termes, c'est l'intelligence qui voit l'ordre des choses et le cœur qui voit et qui se rappelle de l'amour de celui qui nous a offert ces choses-là. C'est le passage de ce rapport à la création du Dieu unique, Allah, à la compréhension que celui qui nous l'a donné, qui nous l'a offert, c'est Rahman, celui qui est miséricordieux, celui qui est le donateur suprême. Ce passage-là, cette compréhension de ces deux noms de Dieu, celui qui est et qui a fait cet ordre, celui qui est miséricordieux, qui est plein de compassion et qui nous a offert cette organisation, qui nous a offert cette création, qui nous a offert cette beauté. Et c'est donc ici une intelligence qui va plus loin que l'intelligence strictement rationnelle pour devenir ce que je pourrais appeler une intelligence du cœur. Le cœur est intelligent. Et l'intelligence du cœur, c'est le discernement. Le discernement, voir au-delà des choses qui sont. Cela veut dire clairement, à celui qui vous a fait un cadeau, ne regardez que le cadeau en oubliant celui qui l'a offert, c'est voir le cadeau avec la raison, ne pas comprendre la valeur du cadeau avec le discernement. Et bien c'est la même chose avec le monde. Le monde autour de nous, c'est voir que le monde qui nous est offert est merveilleusement organisé, ça c'est la raison. Remercier celui qui nous l'a donné, qui nous l'a mis à notre disposition. Il a mis à votre disposition tout ce qui est dans les cieux et dans la terre. Et bien, de ce point de vue-là, il est le donateur. Et là, on passe au discernement. Le discernement, c'est un œil qui est beaucoup plus profond que l'œil de la raison. Si la raison comprend, le discernement appréhende, entre en sympathie avec les choses. Il y avait des philosophes qui avaient parlé de ceci. Vous avez deux philosophes, Kant qui parlait de la rationalité et Bergson qui parlait de la sympathie. Il disait l'intuition de ce point de vue-là. Et vous voyez que dans le Coran, dans l'ordre spirituel, ce qui nous est demandé, c'est apprenez à regarder avec le monde avec votre raison pour le comprendre. Apprenez à regarder le monde avec votre cœur pour remercier celui qui vous a fait don de tout ceci. Comprendre et remercier l'intelligence et le discernement. Ceci change tout en fait. C'est un tout autre rapport que l'on a avec le monde parce que si l'on comprend le don qui nous est fait, si on comprend les trois dimensions de l'environnement. L'environnement, souvent, c'est ce qui est autour de nous. En fait, quand on parle d'environnement, la tradition bouddhiste n'admettrait même pas la notion d'environnement, comme elle n'admet pas la question de la création, puisqu'il n'y a pas de créateur. Mais l'environnement, ce serait de dire, moi je suis au centre et puis tout ça m'environne.
Alors que la tradition bouddhiste dit non, tu n'es qu'un élément dans le tout. Ça ne t'environne pas, ça te comprend. Ce n'est pas toi le centre, toi tu n'es qu'un élément parmi d'autres. C'est intéressant ça, parce que ça met en évidence le caractère infime, vulnérable de l'homme. La tradition monothéiste nous dit quand même que Dieu a mis l'homme dans cette création dans un statut tout à fait particulier. Il n'en est pas le centre, mais il en est un élément essentiel. Pourquoi? Parce que cet homme qui est dans cette création, il a la possibilité spirituelle de célébrer la création et la capacité intellectuelle de détruire cette création. Ce que nous faisons aujourd'hui, nous détruisons le monde. Et donc, dans le discernement, dans cette compréhension de ce remerciement que nous avons à exprimer au Créateur, il y a l'idée que l'homme, s'il n'est soumis qu'à la raison, peut devenir arrogant au nom de sa raison et détruire ce qui a été un don pour lui, ce qu'on lui a offert. L'homme a la capacité de détruire ce qui pourtant est nécessaire à sa survie. Dans l'ordre spirituel, dans cette notion de l'environnement, les trois dimensions qui sont importantes, la première, c'est de dire, toi, l'être humain, qui est au cœur de cette création, tu en es un élément tout à fait singulier, parce que tu as le pouvoir de célébrer comme tu as le pouvoir de détruire. Tu es un être qui, comme il a été dit aux anges, comme les anges le disent à Dieu, à savoir Yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Yufsidu fiha, il va jeter la corruption sur la terre et il va répandre le sang. L'homme a cette capacité-là. Et donc, dans un premier temps, ce rapport à l'environnement, c'est de comprendre dans le discernement ma place dans cet ordre-là, d'en célébrer et d'en comprendre l'ordre pour en respecter l'ordre. Et respecter l'ordre, c'est très profond du point de vue de l'intelligence et du discernement. La sagesse de celui qui respecte l'ordre de la nature, c'est celui qui ne veut pas aller plus vite que les choses peuvent aller, qui ne veut pas changer la société plus vite qu'elle ne peut changer, qui ne condamne pas les gens plus vite que les changements qu'ils peuvent et qu'ils doivent traverser. En d'autres termes, respecter l'ordre de l'intime, respecter l'ordre de la société, respecter l'ordre des cultures. Ça, c'est quelqu'un qui a la raison pour comprendre, le discernement pour accompagner les transformations sociales, comme les transformations dans l'ordre de la nature et dans l'ordre du monde au sens global. Ça, c'est un premier élément. L'autre élément par rapport à ce discernement-là, par rapport à la création, c'est une chose fondamentale. C'est que dans l'ordre de la nature, il y a un équilibre, il y a une balance, il y a une harmonie et tawazun, qui est tellement important, il faut toujours être dans l'équilibre. Et cet équilibre-là produit une chose qui est importante. Ça n'est pas simplement un ordre qui émerveille l'intelligence analytique, c'est une composition qui invite l'expression d'une esthétique. Le monde est beau. Le monde est beau et Dieu est beau et il aime la beauté. Et donc de ce point de vue-là, il y a un rapport à la beauté. Le discernement voit les choses et voit au-delà des choses la beauté des choses pour se rappeler la beauté de celui qui a créé la beauté des choses, parce que Dieu est beau et il aime la beauté. Donc on a un rapport à la raison, à l'ordre du monde, on a un rapport de discernement à l'esthétique du monde, à comment il faut de ce point de vue-là s'y engager, et le discernement comprend aussi que notre rôle tout à fait singulier, c'est le troisième volet et le dernier, notre rôle en tant qu'être humain dans l'univers, c'est d'en respecter l'ordre, d'en célébrer la beauté et d'accompagner notre engagement dans cet ordre-là pour réformer le monde pour le bien. En d'autres termes, il y a la responsabilité de voir ce qui est dans son ordre, de comprendre ce qui est et d'accéder dans ce qui est dans sa beauté, et de s'engager à sa réforme pour le bien. L'ordre scientifique, l'ordre esthétique et l'ordre moral. Ce sont ces trois éléments qui façonnent le discernement pour l'homme. Et ce discernement, après, vous faites une pause et puis vous entendez le verset que j'ai cité tout à l'heure. Il y a, ô vous qui portez la foi qui est ce discernement, cette lumière et nour qui va vous voir faire le monde.
il y a dans la création des cieux et de la terre, et dans la succession des jours, l'ordre. L'ordre. Ça, c'est le premier élément. Des signes pour ceux. Des signes, et là, c'est la perception du discernement. Pour ceux qui sont doués de discernement. Et le discernement, ils sont capables de voir l'ordre, ils sont capables de voir la beauté, et qui, de ce point de vue-là, vont utiliser, vont transformer leur souvenir de Dieu, leur prière, leur rapport à la morale, leur rapport à leurs semblables, leur rapport à la nature, leur rapport aux animaux, pour être des agents du bien sur la terre. Ils vont harmoniser l'ordre scientifique, l'ordre esthétique et l'ordre éthique. C'est ceci le discernement, beaucoup plus que simplement une idée qui serait une foi profonde. C'est beaucoup plus que ça. C'est une foi profonde qui approfondit la raison, le beau et en même temps l'ordre du bien que nous devons promouvoir parmi nos semblables, avec la nature, pour l'environnement et avec toutes les espèces qui composent cet univers dans lequel nous vivons et que nous avons pour responsabilité de célébrer et de ne jamais détruire. Voilà. N'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez, que vous les aimez, la vie est fragile et que la paix vous accompagne. Dans cette section qui traite de la question sociale ou des affaires sociales ou des affaires ou des questions d'actualité, j'aimerais m'arrêter sur la notion de la justice sociale. La notion de la justice sociale est essentielle parce que elle a souvent, dans la discussion politique en Occident, été l'élément qui déterminait si on était plutôt à gauche du spectre politique ou de l'éventail politique ou si on était plutôt à droite. Et ce qu'on a souvent mis en évidence en simplifiant, malheureusement, c'est que les partis de gauche, que ce soit socialistes ou communistes ou révolutionnaires de l'extrême gauche, étaient les partisans de la justice sociale, alors que la droite était plus intéressée à la liberté des agents économiques, voire même aux privilèges de l'élite, et qu'elle s'intéressait davantage à des valeurs morales ou à un ordre plus conservateur. Et on est arrivé à des simplifications, souvent dans l'ordre politique, la gauche progressiste et la droite conservatrice. Ces notions-là ont été beaucoup discutées par les acteurs politiques, elles ont beaucoup été remises en cause, et on voit aujourd'hui qu'on est beaucoup plus dans l'ordre politique dirigé par des technocrates, dont l'efficacité ou la quête de l'efficacité de l'économie ou de la gestion des structures l'emporte sur les positionnements idéologiques. Et pourtant, nous, ce que nous devons faire de ce point de vue, c'est effectivement revenir à des considérations fondamentales et à partir de la justice sociale, comprise comme un principe inaliénable, construire une pensée politique et non pas au nom du vide ou du délitement des positionnements idéologiques, finalement, ne plus considérer que la justice sociale ce soit important ou que ce soit simplement un élément de la gestion du discours ou simplement une idée qui serait secondaire dans le positionnement politique. Alors, c'est exactement ce que je vous propose de faire, c'est de commencer par définir la justice sociale, puis ensuite, à partir de là, construire un positionnement politique. Étant entendu que la justice sociale, elle est un principe fondateur, essentiel, et doit l'être pour nos sociétés. Alors, comment est-ce que celle-ci va s'articuler ? Quand on parle de justice sociale, contrairement au discours politique ou politisé de notre époque, c'est d'abord fondamentalement une notion d'économie, une notion économique essentielle, et c'est l'économie des individus comme c'est l'économie de l'avoir des individus, comme c'est l'économie de la relation entre les individus. L'économie ici au sens à la fois normatif et au sens
inclusif de la gestion de ces éléments. Et ce que l'on dit, il faut commencer par là. Il faut commencer par là parce que la notion de justice sociale serait dévoyée si on ne commençait pas par dire une chose qui est fondamentale. Et ça, autant notre conscience humaine doit l'affirmer, notre humanisme au sens rationnel, que notre rapport au monde, que même notre rapport à Dieu et à notre rapport à la foi. C'est là où, sur ce premier élément, nous sommes fondamentalement, et nous devons être fondamentalement d'accord. Dans ce que nous disons nous-mêmes de l'unicité de Dieu, c'est la reconnaissance de l'unicité de l'humanité. Ce qui, pour des philosophies sans Dieu, parlerait du commun des mortels, le commun des mortels, ou de la famille humaine, ou de l'humanisme qui dit et qui affirme avec force une chose qui est le début de toute notre réflexion sur la justice sociale. C'est que les êtres humains sont égaux en être et en droit et en dignité. C'est-à-dire, quelle que soit la couleur de peau, le statut social, le genre, le sexe, les êtres humains, devant Dieu ou devant la conscience du commun des mortels, sont de dignité et doivent jouir, bénéficier des mêmes droits. Ça commence par là. Pourquoi ? Parce qu'il se pourrait que des notions secondaires, comme parfois la notion de la citoyenneté, remettent en cause l'égalité de l'humain. Et ça, c'est le pire de ce qui peut arriver. C'est-à-dire quand une notion qui permet de réguler les relations interpersonnelles dans une société donnée fait oublier que les relations interpersonnelles d'une société donnée n'enlèvent pas l'humanité des êtres humains qui n'y appartiennent pas ou qui n'en sont pas les membres, si on ne fait pas ce travail de rappeler ces choses essentielles, il se pourrait que pour la justice entre les citoyens, on accepte une injustice entre les êtres humains. Et ça, c'est fondamentalement grave. C'est même le début de la déshumanisation d'une partie de nos semblables. C'est ce que nous voyons aujourd'hui à travers le monde. Donc, il faut commencer par dire ceci, c'est-à-dire fondamentalement rappeler l'égalité des êtres humains, finalement la déclaration universelle des droits humains ou des droits de l'homme, qui sont autant et doivent être les droits de la femme comme de l'homme au sens de l'humain. Dans ce sens-là que la traduction ou la formulation anglaise qui dit droits humains intègre beaucoup plus immédiatement les deux composants de l'humanité, les deux composants essentiels à égalité de dignité d'être et de droit. Ayant dit ceci, et en commençant par là, tout ce qui en aval de cette position de principe fondamental va s'organiser dans nos sociétés, doit toujours respecter ce premier principe. C'est-à-dire, ça c'est un principe constitutionnel que la loi devrait, à laquelle la loi devrait obéir dans une société donnée. Alors, ici c'est plus qu'un principe constitutionnel, c'est un principe fondateur et fondamental de l'humanité commune de tous les êtres humains sur la Terre. Ça c'est un premier élément. Et ensuite on rentre alors dans l'ordre de la société, de la relation interpersonnelle, de faire société dans une famille ou dans une société plus large. Et bien de ce point de vue-là, la justice sociale va devoir se traduire par le fait que l'on donne les mêmes droits, comme l'on reconnaît les mêmes devoirs à tous les êtres humains, quelle que soit leur classe, quelle que soit leur couleur, quel que soit le genre, etc., etc., etc. La société doit traduire dans l'ordre, et là c'est très important, l'ordre légal qui régule les relations entre les êtres humains, l'ordre économique qui régule les biens entre les êtres humains, donc l'ordre légal, l'ordre économique et l'ordre politique qui régule la distribution du pouvoir. Sur ces trois ordres-là, eh bien, la société doit chercher, ou le corps social, ou l'ordre politique doit chercher à traduire dans la loi, dans l'ordre économique et dans le système politique, les principes fondateurs de cette communauté
de destin humain, de cette égalité d'être, quelle que soit la couleur, quel que soit le sexe, quel que soit le statut social ou la classe sociale. Une fois qu'on a dit ceci, on entre maintenant dans comment comprendre cette justice sociale. Et pour quoi il faut s'y engager, en allant au-delà d'ailleurs de ces catégories droite-gauche. Donc là, on est vraiment au cœur de nos fondements. Et pour ceux qui sont de la tradition musulmane, encore une fois, et ça fait écho à la tradition chrétienne, comme la tradition juive, parfois même, il y a un vrai problème avec certaines des considérations fondamentales dans la conception du monde. Par exemple, dans l'hindouisme, le système des classes est fondamentalement problématique parce que le système des classes remet en cause ce premier principe dont je parlais, l'égalité de tous, parce qu'on est de castes différentes. Et donc on justifierait par une conception fondamentale de la catégorisation des êtres humains, des structures sociales dans l'organisation de la relation interpersonnelle qui admettrait une forme d'esclavage, d'exploitation, de stigmatisation et de discrimination. Ce ne peut pas être, on ne peut pas, dans l'ordre de la culture ou même de la compréhension du monde, justifier qu'on traite des êtres humains de façon indigne et encore pire que des animaux. Et encore même, faudrait-il dire que la façon dont on traite les animaux, nous, aujourd'hui, est totalement indigne. Donc quand on dit à quelqu'un « tu nous traites comme des animaux », on fait deux erreurs. On devrait traiter les animaux comme on se traite, soit avec dignité, et on devrait, à plus forte raison, traiter les êtres humains de façon différente. Et on dit ça. Ayant compris ce principe-là, il faut maintenant traduire ceci au niveau de l'ordre de la justice sociale. Alors là, je dirais que, dans un premier temps, la justice sociale requiert un ordre légal qui permette de traduire l'égalité de tous devant le droit. Quelle que soit, encore une fois, la couleur, le genre, etc. Et cet ordre de droit, il est capital parce que c'est ce qui va nous permettre de nous réguler, de réguler nos relations. En comprenant une chose, il faut faire attention, le droit est aussi l'instrument des dominants. En d'autres termes, il ne faut pas s'arrêter au droit en idéalisant le droit et en ne comprenant pas que le droit est lu par ceux qui dominent politiquement et économiquement la société. Donc il faut contrebalancer l'ordre du droit, donc il faut connaître le droit et faire attention à son interprétation. Qui en parle, qui l'interprète, qui l'applique. Et donc il faut de ce point de vue avoir des contre-pouvoirs qui permettent de faire en sorte que le droit soit appliqué de façon juste. La meilleure des sociétés qui aurait le droit apparemment écrit le plus égalitaire peut être une société très injuste sur le plan concret parce que ceux qui lisent le droit, ce sont ceux qui ont le pouvoir, soit ils appartiennent à une élite, soit ils appartiennent à une couleur, soit ils appartiennent à un ordre tout à fait particulier qui fait du droit l'instrument de sa domination. Regardez le meilleur exemple. Vous avez une belle constitution américaine, mais qui l'interprète? Les riches. Au nom de quel pouvoir? Celui des Blancs. Contre qui? Les Noirs. Vous pouvez être un citoyen américain en exigeant l'application du droit de la meilleure des façons, et pourtant être de ce point de vue-là discriminé. Il ne faut pas aller si loin, hein. Comme les États-Unis, venez en France, venez voir ce qui se passe en Europe, dans notre propre société. Vous avez apparemment un droit égalitaire pour tous, mais vous avez aujourd'hui un pouvoir politique élitaire, oligarchique, élitaire du point de vue politique, oligarchique du point de vue économique, qui traite et qui utilise le droit pour justifier la discrimination. Donc vous avez la lettre qui dit l'égalité, l'application qui confirme l'inégalité sociale, l'injustice sociale, caractérisée, légalement traduite par des interprétations. Donc là, on s'aperçoit qu'il faut mettre en évidence le droit, mais ne pas être naïf. Ce droit-là, il est lié au pouvoir politique et il est lié au pouvoir économique. En d'autres termes, vous pouvez avoir la plus belle des constitutions, mais si l'ordre économique n'est pas régulé par ces mêmes considérations qui font qu'il faut une justice sociale qui traite les êtres humains tous de la même façon, eh bien, le droit ne servira à rien. Il ne sera que l'instrument des puissants qui fera qu'à un moment donné, quand vous êtes pauvre et noir,
ou quand vous êtes pauvre et arabe en France ou pauvre et noir aux États-Unis, ben vous avez 10, 15 fois plus de chances de croupir dans une prison ou d'être dans les couloirs de la mort, les couloirs de la condamnation. Donc ça, c'est le premier élément qui concerne le droit. Ensuite, il faut comprendre que sur le plan économique, il faut que ce droit soit traduit. Et le plan économique, c'est plusieurs choses. C'est le droit aux besoins élémentaires, manger, boire, pouvoir avoir une demeure, c'est l'éducation pour tous, c'est l'emploi, c'est la mixité sociale. Tous ces éléments-là font partie de la justice sociale. On les a présentés comme des valeurs de gauche, elles le furent historiquement en Occident, mais elles doivent être, du point de vue de l'humanisme, tant de l'humanisme philosophique, athée, ou agnostique, ou religieux, ou spirituel, la même demeure. Il faut que cette justice sociale soit respectée et que ces valeurs-là soient portées. Dire aujourd'hui que les musulmans sont presque naturellement de droite à cause des valeurs et pas vraiment à gauche parce que la pensée progressiste va à l'encontre de leur valeur, c'est d'une simplification et d'un danger absolument fou parce que il y a le mariage de valeurs qui permettent de conserver, certes, un ordre, une conception du monde qu'il faut garder, mais aussi la volonté de s'engager. La zakat, c'est un instrument révolutionnaire pour la justice vis-à-vis des pauvres. L'ordre économique qui consiste à dire l'école pour tous, les mêmes droits hommes et femmes sur le plan social. Donc là, vous avez l'ordre économique. Cet ordre économique-là, il faut le considérer pour ce qu'il est, parce qu'il est le seul qui va nous permettre de lire la loi comme il faut. Mais si on lit la loi sans l'économique, on peut tomber dans une discrimination légale officialisée, et si on est dans l'économique sans la loi, on peut simplement revendiquer des droits économiques que la loi ne va pas traduire, ne va pas réguler. Dernier élément, c'est l'ordre du pouvoir, parce que souvent, ceux qui sont les plus riches sont ceux qui vont utiliser la loi pour maintenir le pouvoir. C'est exactement ce qui se passe avec l'école. L'école qui devrait être un instrument de libération, de liberté et d'égalité, ou de processus qui égalise les opportunités, ben, finalement devient une école qui confirme les inégalités, qui confirme les pouvoirs, qui confirme l'élite. C'est toujours les mêmes qui vont réussir. C'est un communautarisme des riches qui va critiquer le soi-disant communautarisme religieux des pauvres pour justifier son propre communautarisme. En fait, il le justifie en n'en parlant pas et il stigmatise les autres pour faire oublier cet entre-soi des riches qui utilisent le pouvoir politique avec des forts moyens économiques pour lire la loi dans son propre intérêt. En d'autres termes, la loi finalement tombe très vite sur les plus pauvres et manque très souvent les plus riches. Ceci, il faut se rendre compte de cette réalité, de cette complexité. Il faut s'y engager en demandant la justice sociale sans naïveté, en mariant les trois dimensions dont j'ai parlé, le juridique, le politique et l'économique, en ne minimisant jamais la donnée économique parce qu'elle est essentielle. Elle est l'éclairage qui permet de comprendre ce que le politique et le légal peuvent être si elles ne sont pas comprises, si elles ne sont pas abordées par l'imposition, la nécessité et l'impératif de l'égalité économique. Voilà, j'espère que comme introduction, c'est une introduction, la justice sociale, là on est vraiment dans une introduction générale, mais elle permet de mettre un certain nombre de repères pour que dans nos prochaines rencontres, nous puissions approfondir l'un ou l'autre des aspects. Merci à vous, n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez, la vie est fragile, que la paix vous accompagne.